The Cape 1969. Découvrez les événements fondateurs de The Cape. 1969. La guerre du Vietnam fait rage. L'hélicoptère du capitaine Chase, pilote d'Evasan pour l'armée américaine, est abattu en territoire ennemi. Ses hommes et lui sont obligés de fuir, poursuivis par les soldats Viet Cong, et ils découvrent vite que le mugissement des armes automatiques n'est pas le seul danger dans la jungle. Un comics viscéral aux allures de graphic novel qui retrace le destin poignant et fantastique du père des enfants découvert dans The Cape. Petite plongée dans le passé avec ce préquel à The Cape se déroulant durant la guerre du Vietnam et s'intéressant au père du héros du titre d'origine. On revient sur les origines du pouvoir tout en reprenant des concepts déjà vus dans The Cape, à savoir la soif de vengeance et le pouvoir qui finit par corrompre. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on sous-entend que c'est ce pouvoir qui a corrompu les porteurs. Ou alors c'est génétique, cette haine, mais cela enlève un petit peu tout le sel du récit d'origine, non ? Le souci de cette préquelle est que le tout se lit vite, peut-être même trop vite, alors qu'il y aurait eu pas mal de matière pour beaucoup plus. On sent aussi que Joel n'est plus impliqué, même s'il n'y a pas pour autant de trahison. C'est donc une histoire à recommander à ceux ayant vraiment aimé The Cape, tout en gardant à l'esprit que c'est un bon divertissement, mais en dessous de l'original. Strange Academy, tome 1. Stephen Strange s'est finalement résolu à faire ce qu'il a toujours évité pendant des décennies. Ouvrir une école pour les jeunes sorciers. De jeunes talents venus du monde entier convergent donc vers la Nouvelle-Orléans. Ils vont y étudier les arts mystiques avec Strange, Frère Vaudou, la sorcière rouge, Magic ou encore Elstrom. Mais de nombreuses menaces mystiques mettent en péril l'école qui a peu de chances d'accueillir plusieurs générations d'élèves. Quand on annonce une série avec Scotty Young au scénario et Humberto Ramos au dessin, on peut s'attendre à quelque chose de lourd. On est sur une formule d'équipe teen assez connue, que ce soit les New Mutants ou la Avenger Academy, mais l'originalité ici est que le tout est centré sur la magie. Du coup, oui, il y a une très forte vibe Harry Potter. On prend plaisir à revoir des personnages magiques de l'univers Marvel comme prof ou comme invité. Et visuellement, Ramos envoie bien la sauce en nous offrant des designs très sympas et son style correspond bien à cet aspect enfantin. Même si on est sur quelque chose d'assez vu et revu, Scotty Young arrive à trouver une approche sympa et à créer de nouveaux personnages intéressants. Mais on se rend vite compte que la direction n'est pas très claire pour le moment et qu'il y a peut-être un peu trop de personnages. La suite aidera à voir où on va. L'offre à 10€ de Panini m'a aidé à passer le pas et à tester la série. Il manque au final une petite touche de magie pour en faire un coup de cœur. C'est un peu con, hein ? Beta Ray Bill. Il est le meilleur ami du dieu du tonnerre et le plus célèbre détenteur de Mjolnir à ne pas porter le nom de Thor. Beta Ray Bill s'élance dans ses propres aventures, mais Thor a détruit son marteau Stormbreaker, et l'extraterrestre doit se mettre en quête d'une nouvelle arme et d'un nouveau destin. La tâche n'est pas aisée tandis qu'il est attaqué par un Thing Fan Foom converti par Knull. On a le droit à un Daniel Warren Johnson des grands jours qui se fait plaisir à revisiter tout l'univers de Thor grâce au voyage de Beta Ray Bill. Il met en avant un personnage secondaire que j'avoue peu connaître en dehors de ses caméos. C'est un récit initiatique, donc il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances sur le personnage pour l'apprécier. Sauf que voilà, la quête de Bill est un peu vue et revue et que la conclusion est un peu facile, mais c'est peut-être parce que la quête était avant tout une introspection. Mais est-ce que le héros a vraiment trouvé ce qu'il cherchait ? On parle ici d'acceptation de qui on est, de la pression d'un rôle donné à une personne, de la gestion des défaites et déceptions, du fait de ne pas s'aimer soi-même, et même de la masculinité toxique entre hommes et de l'accomplissement de soi. Mais l'histoire va vite, et les réponses sont laissées à interprétation. C'est donc un comics beau, mais dont la réalisation est un peu facile, surtout comparé à Wonder Woman Dead Earth du même auteur. Wolverine, Black, White and Blood. Les meilleurs auteurs et dessinateurs Marvel, parmi lesquels Adam Kubert, Chris Bachalo, Declan Shalvey et Greg Land, racontent les aventures inédites de Wolverine en noir, blanc et rouge. Kitty Pryde, Nick Fury, Arcade, Dan Sabre et le Ghost Rider cosmique sont aussi de la partie. Ce comics est une collection de courts récits sur Wolverine ayant pour point commun le traitement en noir, blanc et rouge. Et on va pas se mentir, tous les artistes ne se débrouillent pas aussi bien avec le concept et toutes les histoires ne sont pas au niveau. Chacun montre un aspect différent de Logan, le monstre, l'espion, le héros, le père. Visuellement, j'ai beaucoup aimé celle de Kubert, de Shalvey, de Larroca ou de Jesus Saiz. Côté scénario, celle qui m'a le plus déçu est celle de Donny Cates qui place là son Cosmic Ghost Rider en vedette, le tout illustré par un Chris Bachalo pas des plus lisibles. Et mon coup de cœur est certainement celle de John Ridley sur la fille de Logan et celle de Kay Thompson sur un cœur brisé. Il y a vraiment à boire et à manger, mais c'est certainement à recommander à des fans du personnage connaissant bien son passé. On vient de découvrir 4 de mes dernières lectures, et toi, tu en penses quoi de ces titres ? Est-ce que tu es d'accord avec moi ? C'est quoi ton dernier achat d'ailleurs ? Je t'attends dans les commentaires pour discuter comics. On se retrouve très vite toujours pour parler comics, et d'ici là, amuse-toi bien. See ya !